Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode du débrief, le nouveau format dans lequel on débriefe plus sérieusement, même si vous allez le voir, ça a été très difficile cette semaine, l'actualité politique de la semaine justement. Alors, exceptionnellement, j'ai décidé de diffuser cet épisode non pas après les épisodes de Je suis pas content de cette semaine, mais avant, puisque nous allons parler avec mon invité Georges Kuzmanovic, cette fois-ci, de la nomination du nouveau gouvernement. J'ai décidé de lui poser 4 questions. Premièrement, quelle est la couleur politique de ce nouveau gouvernement ? Allons-nous vers une augmentation massive d'impôts, comme cela a été annoncé puis retiré dans la plupart des médias? Comment Macron peut-il s'en sortir en cas d'absence de budget? Et surtout, notre nouveau ministre de l'économie est-il littéralement fou allié ou sous crack? Non, je ne plaisante pas, la question se pose réellement, comme vous allez le voir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager. Je tiens d'ailleurs à vous remercier puisque le dernier épisode du débrief, qui était le premier épisode du débrief, a été la vidéo qui a enregistré le plus gros démarrage en vue des 30 dernières vidéos de la chaîne, qui est normalement quelque chose qui n'arrive pas lorsqu'on lance un nouveau format. Il semblerait donc que ce format vous plaise et donc il sera reconduit comme je vous l'avais promis chaque semaine. D'ailleurs, cette semaine, il y aura un deuxième débrief puisqu'on se retrouvera demain pour un nouvel épisode de JSPC, après-demain pour un autre épisode de JSPC et le jour d'après pour la deuxième partie de notre entretien avec Georges qui portera cette fois-ci sur l'actualité internationale. Je vous souhaite un très bon épisode et je vous dis à demain, ciao et bon courage parce qu'ils sont barges. Quand on regarde les différentes analyses qui sont pour l'instant produites médiatiquement, politiquement autour de ce nouveau gouvernement, ce qui ressort pour l'instant, c'est ils sont tous de droite, voire d'extrême droite, ou dans le meilleur des cas de centre droit. Bon, on a compris, c'est la droite. Mais il y avait déjà deux questions que je voulais te poser. La première, c'est quand on affine un peu de quelle droite, parce qu'il y en a plusieurs, et surtout, est-ce qu'il y a d'autres points communs parmi les gens qui ont été sélectionnés qui pourraient traduire, on va dire, une orientation politique de la part de Macron? Est-ce qu'ils ont d'autres points communs à part d'être de droite? Et de quelle droite sont-ils? En fait, ce gouvernement est juste totalement incroyable. Incroyable. Ouais. Il est composé principalement de républicains et de membres de la majorité présidentielle, que ce soit Horizon ou les différents trucs de... Oui, Modem, UDI. De la Macronie. Bon. Alors, les Républicains, on est d'accord, c'est le parti de Nicolas Sarkozy qui a perdu en 2012. Oui. Hein? Oui. Après, c'est François Fillon. Les costumes, madame, pataquès, pas possible. Sablé sur Sarthe. Qui perd en 2017. Mais comme ils ont un talent fou, Valérie Pécresse pulvérise le record du monde et elle arrive que le parti soi-disant hérité de Gaulle, parce que lui aussi est de droite, mais c'est pas la même droite évidemment, fait moins de 5% à la présidentielle en mettant pourtant beaucoup de millions. Vous m'avez manqué! Et puis là, ils ont le plus petit groupe à l'Assemblée nationale. Non seulement ça, mais il y a avant les vacances, avant l'été, on a eu le cirque de Ciotti qui s'enferme dans son bureau, les gens qui essayent de rentrer, Pécresse qui arrive en remontant ses manches, on va voir ce que vous allez voir, on va dégager mon bonhomme. Il y a des bordels total avec leur statut, qu'ils arrivent, ça finit au tribunal. Qui eût cru que ces gens-là allaient faire le gouvernement de la France, du pays où le nouveau Front Populaire a formellement gagné l'élection en coalition, c'est-à-dire les 2/3 des Français vote fuck le système. Stop. On veut autre chose. Et eux, non seulement ils font un gouvernement de droite, mais comme tu l'as dit, des gouvernements de droite, il y en a plein de différents. Ils font un gouvernement de droite sarkozysto-filloniste. Un truc vieux, incarné par le plus vieux bonhomme qu'ils puissent imaginer. Il est parfait. C'est Michel Barnier, le Premier ministre, 73 ans, qui est l'incarnation du vieux monde. C'est-à-dire des gars qui ont même trahi les valeurs gaullistes, pour ceux qui sont de droite, pour aller faire une Europe néolibérale. Donc c'est un gouvernement européiste, néolibéral, Macron compatible.
Et je regrette que des gens de gauche détournent la discussion sur est-ce qu'ils sont conservateurs et grenouilles de bénitier, est-ce qu'ils n'ont pas voté pour LGBT, truc. Stop avec ce machin-là. On est dans une situation de ruine, le pays. On est dans la situation quasiment de la Grèce. Il y a pas le chômage, c'est catastrophique. Les gens ne trouvent pas du travail, puis quand ils en trouvent, ils sont précaires. L'immobilier, c'est très difficile pour les jeunes d'accéder au logement. Les autres qui sont des classes moyennes n'arrivent pas à tenir. Ils sentent bien que ça va être moins bien pour les gamins. C'est un merdier total au niveau international. On se fait dégager d'Afrique. Donc le sujet, c'est pas est-ce qu'il était sympa ou pas sympa avec les LGBT. C'est qu'ils font la même chose qu'ils font depuis 40 ans en mettant les plus incompétents, ou plutôt les plus compétents pour faire ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, qui est parfaitement Macron-compatible, et ils disent merde, à nouveau, comme en 2005, 2008 sur le traité constitutionnel européen, ils disent merde aux Français. Les élections, ça sert à rien, on va continuer à faire la même chose. D'ailleurs, tu as vu que Bayrou l'a formellement dit dans une interview récente. Il a dit le but de ces élections n'était pas d'élire, mais d'écarter ceux dont on ne voulait pas. Il a dit d'ailleurs ceux dont on ne voulait pas et les extrêmes. C'est étrange comme lapsus, comme aveu. Donc pour toi, il y a vraiment une patte, un dénominateur commun européiste dans ce gouvernement-là, qui est même supérieur à ce qu'on avait dans le gouvernement d'avant. Michel Barnier, c'est l'incarnation chimiquement pure de l'Europe, de l'Union européenne libérale, von der Leyen compatible. C'est à se demander même s'il est Premier ministre de la France. C'est le proconsul envoyé par Bruxelles pour diriger la France, Michel Barnier. Je rappelle que Michel Barnier, Chirac le qualifiait le crétin des Alpes. Crétin des Alpes. C'est le plus con d'entre nous. Ça en dit long, mais surtout, il est considéré comme le grand négociateur de l'Europe, de l'Union européenne, au moment du Brexit avec les Britanniques. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Le cœur de sa manière de négocier. Oui. Il a dit il faut qu'on embête les Anglais à un point tel que personne n'ait plus jamais l'idée de sortir. Oui, on voit bien quels intérêts il défend. Il défend les intérêts de l'Union européenne. Donc c'est un parfait candidat pour l'Union européenne, dans un contexte où l'Union européenne somme la France de respecter les critères de Maastricht, complètement délirant, de réduire la dépense publique, de faire des politiques de réajustement structurel, comme ils ont imposé à la Grèce, et comme avant on imposait aux pays africains. Non, moins de services publics, moins de routes, moins d'investissements, non, rembourser la dette, libéraliser tout, vendez tout. Bon, il est le représentant de ce mécanisme de pensée qui nous a emmenés là où on est. Donc en fait, pour toi, le message est clair. C'est la priorité de Macron dans cette période difficile pour lui, c'est de maintenir l'orientation européenne à balle, quoi. Et de détourner le boulet de canon. C'est-à-dire mon interprétation de la dissolution de toute la séquence du temps très très long pour nommer un Premier ministre, de pas respecter la lettre de la Constitution en nommant quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Castex, qui se fasse ravager dès le premier passage devant l'Assemblée nationale, c'est pas son problème, c'est le problème du NFP. Que ça tienne, qu'ils se détestent, on s'en fout, ils ont formellement gagné. Donc, ils devaient nommer quelqu'un qui venait de là. Bon, tout ce pataquès, puis jusqu'à Barnier, puis jusqu'au dernier moment, hier, on se demandait, il y a 3 jours, si Barnier n'avait pas démissionné. Tout ça fait gagner énormément de temps. Nous sommes là, aujourd'hui, en retard, totalement en retard, pour déposer un budget. Et puis, ils ont bloqué, que ce soit Eric Coquerel de l'AFI ou Charles de Courson-Lyotte, ils ont dû aller à Bercy pour qu'on leur donne les documents que constitutionnellement ils doivent donner aux parlementaires pour vérifier le budget. On ne leur a pas donné. Le président de la commission des finances et le rapporteur général du budget ont le droit d'accéder à tous les documents. Tous les documents. Les lettres plafond en font partie. Nous avions demandé dès le mois de juillet au Premier ministre sortant, M. Attal, de nous les communiquer dès qu'il les aurait signés. Il les a signés alors qu'il expédiait les affaires courantes. Voilà. Et il ne nous les a pas transmis. Et quand Michel Barnier a été nommé Premier ministre, nous l'avons réédité en disant votre prédécesseur ne nous les a pas transmis, on vous les demande.
considérer que nous sommes dans une situation extrêmement grave. C'est-à-dire que nous ressortons aujourd'hui 100 documents qui ont été signés par le Premier ministre. Documents que nous devrions avoir, au moins en résumé, mais quand même en résumé détaillé, depuis maintenant 2 mois. Donc, quelle est cette démocratie qui prive les représentants du peuple, et notamment le président de la Commission des finances et le rapporteur général, d'avoir accès à des documents auxquels ils ont droit depuis maintenant des mois? C'est absolument sidérant. Les arguments qu'on nous a donnés, je vous dis, c'est de dire que c'est des documents préparatoires et que de travail. Bien évidemment, non. Gabriel Attal n'est pas le directeur d'un département qui ferait une note. Il est le Premier ministre. Donc et M. Barnier ne peut pas dire, bon, c'est le Premier ministre précédent, démissionnaire, donc ça n'a pas valeur. Bien sûr que ça a valeur. Donc à partir de là, il doit nous les transmettre. C'est un coup d'État constitutionnel, en fait, ce qui se passe, à tous les niveaux. Et mon interprétation est que le niveau de la dette et le niveau de l'insincérité, parce que Bruno Retailleau, là, qui est maintenant ministre de ce gouvernement macroniste, il le critiquait il y a à peine 2 mois. Parce qu'il était chef de file des Républicains au Sénat. Et le Sénat, ils sont quand même des gens de droite bien mis au Sénat, polis, hein. Ils ont dit que c'était un mensonge d'État, ce qu'on leur a donné, les chiffres de la comptabilité nationale. Et qu'on avait une insincérité volontaire de la part de Bruno Le Maire quant à la présentation des chiffres. Que le budget qu'il avait annoncé en 2024 est faux, en fait. C'est un mensonge. Vous avez menacé d'une motion de censure le gouvernement sur les questions budgétaires, d'insincérité budgétaire du gouvernement. Et depuis, toutes les autres formations de l'opposition ont dit que si vous déposiez cette motion, ils vous suivraient, ce qui mécaniquement entraînerait la chute du gouvernement. Vous êtes vraiment déterminé ? Nous le sommes, mais ça va dépendre aussi du gouvernement. D'abord, je pense qu'il faut qu'on défende les Français. Les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron se seront soldés par 1 000 milliards de dettes en plus. Aujourd'hui, le stock de la dette que supportent les Français, parce qu'au bout du compte, c'est eux qui en sont responsables sur leurs épaules, si j'ose dire, et non pas dans leurs décisions. Ça ne dépend pas d'eux, évidemment. C'est des mauvais gouvernements qui ont ajouté la dépense publique à la dépense publique. Mais sur 3 000 milliards, 1 000 milliards depuis 2017 pour Emmanuel Macron. Ce qui fait de la France le cancre de l'Europe, avec l'affaiblissement de la voix de la France en Europe. C'est important puisqu'on est à quelques encablures des élections européennes. Mais surtout, notre rapporteur général du budget au Sénat est allé faire un contrôle sur place et sur pièce à Bercy. Il a regardé les comptes, quoi. Exactement. Il a découvert des notes. Et ces notes indiquent très clairement que très vite, très vite, avant même que le Parlement ait pu voter le budget 2024, les ministres savaient que les hypothèses étaient pipotées. Donc le budget était insincère. On nous a menti, on nous a trompés. Bon, pour que des gens bien mis disent ça, c'est catastrophique. Donc c'est partout, c'est totalement bien. Et là, en plein milieu de ce truc-là, on a en juillet la Commission européenne qui somme la France. Elle lance une procédure contre la France de non-respect des critères de Maastricht et elle demande une réduction de la dépense publique, dans un contexte où, en fait, on est dans une situation financière catastrophique. Eh bien, Macron ne voulait pas que ce soit son gouvernement à lui, purement macroniste. Il voulait que ce soit un peu de droite, qu'il fasse un budget qui est quasi impossible. Moscovici a dit on ne va pas y arriver. Il a dit Moscovici. Ah, mais tous les ans, Moscovici dit on va pas y arriver. Moscovici, la Cour des comptes, président de la Cour des comptes, bon, il n'a pas un très grand respect pour Moscovici, mais quand même, il est président de la Cour des comptes, donc il y a des gens quand même en dessous de lui qui travaillent. Il a dit que ça serait le budget le plus difficile, celui de 2025. Celui qu'ils vont faire là sera le budget le plus difficile à faire de toute l'histoire de la Ve République. Pourquoi ? Pour les raisons pour lesquelles ils n'ont pas donné les documents à Coquerel et à Charles de Courson, c'est qu'il va y avoir des coupes budgétaires d'une violence telle que ça va assommer les Français. C'est ça qui se passe. Alors on n'en arrivera peut-être pas là parce qu'on a un nouveau ministre de l'économie qui s'appelle... Antoine Armand. Antoine Armand. Et Antoine Armand a fait un discours que tu as vu. Est-ce que... Ce sera ma prochaine question. Est-ce que tu as été rassuré par le discours d'Antoine Armand ? Alors, j'ai entendu, je roulais hier. Ouais. Je revenais d'une ça mérite pas l'image. D'une marche mémorielle et j'ai entendu.
j'ai été ahuri, tellement ahuri que je l'ai réécouté 2 fois. Hein, ça m'arrive rarement. Heureusement, ça dure 10 minutes. Hein. C'est pas aussi long que le discours de Gabriel Attal. Avec une dizaine de minutes, mais efficace. Efficace. Ah, efficace, fantastique. Ah, je vois que tu as pris des notes sur le Non, mais discours. j'ai pris des notes parce que c'est tellement énorme Ouais. que soit ces gens prennent des champignons, une rareté exceptionnelle qui les déconnecte totalement du monde réel, soit ils se moquent de nous à un niveau encore jamais vu. Et je vais te faire un rapide truc pour faire. Non, si, on va. C'est Guy Debord, dans ses célèbres citations, pas toujours simples à comprendre, disait dans un monde réellement inversé, le faux est un moment du vrai. Le vrai est un moment du faux. Et c'est-à-dire que tout est inversé. Le vrai et le faux sont inversés. Juste avant ça, qui est-il ? On va voir qui est-il, mais il est jeune, il a 33 ans. Donc c'est un Emmanuel Macron bis en puissance. Il y avait Attal pour ça. Oui, il y avait Attal, mais lui, il est réussi à qu'Attal. Il a eu du mal à avoir son diplôme de Sciences Po. Maman a dû demander, puis trouver un emploi, tout ça, comme assistant dans un ministère. Les débuts étaient difficiles. Antoine Armand, c'est du Macron plaqué or. École normale supérieure. Macron a raté école normale supérieure. Oui. Il a fait l'ENA. Il est sorti dans les premiers. Il était député très jeune et ministre de l'économie à 33 ans. C'est pas mal. Puis en plus, il est mariable. Ceux qui aiment écouter les discours, je vous invite à l'écouter, juste le ton, on dirait que c'est Macron qui parle. Alors, on a des députés comme ça, jeunes. Il y a certains de la députée FI qui essaient de copier l'intonation de Mélenchon. Là, on en a qui copient le ton en même temps un peu insupportable et en même temps mielleux et de curé qu'a Macron. C'est pareil, la même. Légèrement différent dans le décibel, mais c'est du Macron. Mais surtout, il a dit, Bruno Le Maire qui est à côté de lui, puisque c'est la passation de pouvoir entre Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui va enseigner l'économie en Suisse, paraît-il. Et donc lui, cet Antoine Armand, il a dit « J'ai la chance d'hériter d'un tel bilan. » Je mesure la chance que j'ai d'hériter d'un tel bilan. Non, après, si t'aimes les défis, si t'as vraiment envie que ce soit pas simple, il a de la chance. Alors, c'est là qu'est le bilan, je le fais dans l'ordre. Alors, Bruno Le Maire a été au cœur des plus belles réalisations depuis 10 ans. Quoi ? Il a dit ça ? Oui, il a dit ça. Alors, par exemple, le chômage est au plus bas depuis 40 ans. Ce ministère a porté parmi les plus grandes réussites de la dernière décennie et je veux évidemment saluer l'action de Bruno Le Maire, ton action, cher Bruno. Tu es resté 7 ans à Bercy. Grâce à ton travail, à ta détermination, le chômage est au plus bas depuis 40 ans. Nous n'en parlons plus en tant que tel. Ces gens ne vivent pas la vie des Français normaux. Ah, mais attends, tu peux pas le dire, ça c'est faux. Oui, mais il a dit. Je t'ai dit. Il a dit que le chômage était au plus bas depuis 40 ans. Oui. Je t'ai dit, le vrai est un moment du faux. Tout est comme ça. Alors, le chômage réel, il est 16-17%, en vérité. Et puis, un quart de ceux qui travaillent sont précaires. C'est les chiffres OCDE, c'est pas la gazette de la France Insoumise du Gard. C'est pas bon. Alors, il y a une croissance supérieure à celle de l'Allemagne, et c'est à toi, Bruno, qu'on le doit. Si ? Non. Si ? T'as pas changé une virgule là de ce qu'il a dit ? La France est devenue le pays le plus attractif d'Europe et notre croissance est supérieure à celle de l'Allemagne. Alors qu'avant toi, cher Bruno, on la prenait en exemple. Alors, c'est pas totalement faux juste là maintenant, parce que l'Allemagne est en récession, donc ils trichent un peu moins sur les chiffres. Mais c'est juste, et que nous, on a une croissance à 0,1. Enfin bon, c'est folklorique parce qu'en fait, on est déjà en récession. Mais c'est pas grave. Il faut se faire plaisir. Donc, on est un peu devant l'Allemagne, mais c'est totalement dû à l'absurdité des politiques énergétiques de l'Allemagne le fait que ils ont choisi de développer leur industrie avec le gaz russe et qu'ils ont coupé le gaz russe, très largement, et donc c'est plus rentable. Et résultat, poum, patatras, c'est la première fois qu'on a
qu'on a une telle catastrophe économique en Allemagne. Mais c'est pas du tout lié en quoi que ce soit à l'activité de Bruno Le Maire. Il aurait écrit 4 livres où il aurait joué au ping-pong, ça aurait été pareil, ça aurait été le même effet, puisque c'est des choix allemands. Bon, déjà, on est bien. Alors, il a dit aussi qu'il est fier parce que Bruno Le Maire représente le courage. Alors, le courage d'avoir été le ministre de la guerre en Ukraine. Attends, ça, c'est toi qui as rajouté. Non. Non. Ministre de la guerre en Ukraine. Il n'a pas employé l'expression ministre de la guerre en Ukraine. Si. C'est pour ça que j'ai réécouté, parce que c'est pas possible. J'arrivais pas à retenir tous les délires. Si. Oui. Et c'est, on va mettre l'économie russe à genoux, tout ça, tout. Bon, puis il n'est pas du tout ministre ni de la guerre, ni de l'économie, ni de rien du tout en Ukraine. En fait, il n'est pas ministre de grand-chose et il n'y a pas grand-chose à voir avec l'Ukraine. Et il a absolument aucun courage, à part d'avoir dit une connerie sans nom, qui va mettre l'économie russe à genoux et qui déclare une guerre totale à l'économie russe. Visiblement, type qui tape avec une balle dans un mur, ça lui est revenu direct dans la tête. C'est à peu près ça qu'il a réussi à faire dans ce domaine. Il a été aussi, le courage, et le deuxième truc, c'est le ministre de la crise Covid. Alors, il n'a pas eu un rôle particulier en plus dans cette crise Covid, c'est plutôt Véran, c'est plutôt d'autres gens en plus. Oui, mais ça aurait pu être le cas. Imagine, tu es ministre de l'économie de la France et tu te rends compte au moment de la crise Covid, dis donc, notre économie ne produit pas d'outils médicaux suffisamment, de lits médicalisés, de respirateurs, de masques, de médicaments. Depuis, ils auraient pu lancer des lignes de production, de réindustrialisation dont ils se vantent. Non. Donc on ne voit pas très bien en quoi il a été courageux en tant que ministre de la période Covid. Et puis enfin, ça a été le ministre de la réindustrialisation. Parce que tu as été successivement le ministre de la crise Covid, le ministre de la guerre en Ukraine, le ministre de la réindustrialisation aussi. Parce que tu as agi en homme d'État, je veux te témoigner mon admiration et toute mon amitié. Et là, confond pas avec un homonyme. Il n'y a pas un autre Bruno Le Maire à une époque qui aurait... Parce que peut-être que c'est ça aussi le truc. Hein. Non, il aurait écrit, c'est un grand romancier de livres érotiques. Ah ouais, super. Ça aurait été faux quand même, c'est nul. Oui, mais un peu vrai. Oui, un peu vrai. Romancier de livres érotiques. Non, là, on est dans l'absolu n'importe quoi. Donc, je base mes faits sur des papiers que j'ai faits à Front Populaire ou des émissions sur notre propre média, Fréquence Populaire. Dont vous trouverez le lien en description. Voilà. L'usine Nouvelle a montré, donc la revue des patrons d'usines en France, l'usine Nouvelle, hein, c'est un truc sérieux et tout, ouais. Qu'on a une fausse idée de réindustrialisation, alors que la réalité sur les 5 dernières années, c'est une désindustrialisation accélérée du pays. C'est la réalité de l'usine Nouvelle. J'imagine qu'il doit y avoir des copies de temps en temps et rencontrer des vrais gens, des vrais patrons d'usine qui doivent leur dire qu'en fait, plouf. Bon. Là. Alors, il y a une phrase qui est belle, pour pas rentrer que dans des chiffres, mais qui est un peu de poème, un peu de poésie, un peu de... C'est des artistes quand même. Oui. Il a dit toute son admiration pour Bruno Le Maire. Soit en passant, changement extraordinaire. Les Français votent massivement au Rassemblement national aux élections européennes. Banane, deuxième défaite pour Macron. Il dissout. Les députés macronistes, donc le magnifique résultat de Bruno Le Maire, ne tient que parce que il y a un accord de Castor pour bloquer le Rassemblement national qui quand même devient le premier parti à l'Assemblée. Donc on a quand même là quelque chose de délirant, mais il dit son admiration. Et qu'est-ce qu'il dit ? Je cite la phrase aussi là. Nous avons, donc Bruno et Antoine. Ah oui, il parle de deux. Parce qu'ils viennent tous les deux de Savoie, je crois. Bon, voilà. Oh. Nous avons le goût de l'altitude. Pas vrai. Quoi ? Nous avons tous deux le goût de l'altitude et le courage de ceux qui marchent en haute montagne. Et je veux te dire aussi, puisque tu m'as offert ce bâton, que je crois que nous partageons tous les deux le goût de l'altitude et le sang-froid de ceux qui marchent en haute montagne. Voilà, donc il s'accorde à lui-même et à Bruno Le Maire un diplôme de premier de cordée, si je comprends bien, entre les lignes. Hein. Voilà. Donc eux marchent au-dessus de la mêlée, les autres ne comprennent rien. Donc ils marchent tellement haut qu'ils ne voient pas la réalité. C'est vraiment trop loin et ils nient n'importe quoi. Ils sont tellement hauts que le cerveau est plus oxygéné. Voilà, c'est ça, il n'y a plus d'oxygène. Exactement. Il n'y a plus d'oxygène.
Alors, grâce à Bruno Le Maire, il n'y a pas eu d'impôts, tout ça, les PME et les petites entreprises artisanales a tenu bon. Les impôts des ménages et des entreprises ont baissé de 60 milliards d'euros. Alors, je ne sais pas si tu as des gars, patrons de PME, de petits artisans qui t'écoutent, mais ça doit les agacer quand même. Bah déjà, Donc, moi, ça m'agace. La réalité, c'est que nous sommes dans le 27e mois de baisse de l'activité des entreprises. Ça ne s'est jamais vu depuis qu'on mesure l'activité des entreprises. Au mois de juillet, record historique de fermeture d'entreprises. Évidemment, c'est pas total. Historique depuis. Mais depuis qu'on mesure. Depuis quand ? Voilà. Et donc, record historique de fermeture d'entreprises. C'est délirant. C'est-à-dire que il regarde un ciel bleu, il dit il est rouge, en fait. Mais sans aucun problème. Donc, voilà. Et là, bon, allez, pour la fin, parce que c'est assez extraordinaire aussi, il dit qu'il remercie Bruno Le Maire pour un combat qu'il a mené, que lui va continuer, quel combat principal, c'est la souveraineté de la France. Bah voilà, on a un peu de positif. Voilà, un peu de positif. Et donc, un petit laïus sur la souveraineté de la France. Alors, il faut qu'on continue la souveraineté agricole. Il le salue quand il était ministre de l'Agriculture, et c'est parce que c'est un hectare. Bon, on connaît toutes ces séquences, mais bon, la situation réelle des agriculteurs est catastrophique. Il y en a sur les 10 dernières années, il y a plus 10%, moins 10% d'exploitation. Il y a 2 qui se suicident par jour. Ils ne vivent pas, la plupart 80% des agriculteurs ne vivent pas dignement de leur travail, alors qu'ils travaillent. Enfin, un, c'est le truc le plus utile, parce qu'il faut qu'on mange tous. Et 2, ils bossent au moins 70 heures par semaine. Bon. Là encore, il félicite Bruno de je sais pas quoi. Donc, il fantasme quelque chose qui n'existe pas. Mais de toute façon, donc la souveraineté agricole, la souveraineté pharmaceutique. Pharmaceutique. Je sais pas de quoi on parle. Les dernières petites entreprises pharmaceutiques ferment, ou sont vendues aux Indiens, ou même Sanofi va installer ses trucs de recherche, ses centres de recherche aux États-Unis. Je ne sais pas de quoi il parle, en fait. Mais bon, il le salue quand même pour cette souveraineté-là. Mais la conclusion, c'est quoi ? La conclusion, c'est... Gros comme une UE. Voilà, exactement. La conclusion, c'est que pour faire la souveraineté, il nous faut plus d'Europe. Oxymore. Le contraire. On est chez les fous. Face à ces défis, il faut, je crois, et comme l'a dit le Premier ministre, tout simplement commencer par dire la vérité et avoir des convictions fortes. La première, c'est qu'il faut poursuivre le combat pour la souveraineté de notre pays. Et pour mener ce combat, soyons clairs, nous avons besoin de l'Europe. Et donc il le remercie là-dessus, il le remercie pour le travail fait pour les Français, parce que c'est ça qui compte quand même. En ce moment, il y a une révolte en Martinique, c'est la France, il n'y a pas l'air d'être au courant. Il y a des émeutes en Martinique dont on ne parle pas tellement d'ailleurs, pour pas discréditer encore plus Macron et ce gouvernement naissant, mais il y a des émeutes en Martinique à cause de la vie chère. Oui, 13 € le paquet de gruyère râpé, je crois. Ouais, 12 € le papier toilette, 11 € le pack d'eau. Pour des gens qui gagnent moins d'argent, une grande partie de la jeunesse martiniquaise est au RSA. Puis c'est pareil pour la Guadeloupe, puis c'est pareil pour la Guyane. Des barrages de fortune incendiés au pied de l'église de Sainte-Thérèse. Plusieurs quartiers de Fort-de-France se sont embrasés. Une nouvelle nuit d'émeutes et d'affrontements avec les forces de l'ordre. 6 policiers ont été blessés par des tirs de plomb. Hier matin déjà, les habitants de Fort-de-France s'étaient réveillés devant des carcasses de voitures en feu. Les signes d'une nuit agitée. On ne compte plus les barrages. Quand les policiers parviennent enfin à dégager la route, les manifestants se précipitent pour en installer un nouveau. Et pour ceux qui ont un peu de mémoire, il y avait en 2009 la lutte, le combat contre la profitation. Ils ont inventé un mot génial, nos concitoyens antillais. Contre la profitation, contre le fait de gagner trop d'argent sur les autres. Parce que là-bas, il y a 8 familles de béquets qui sont tous en soutien à Macron. Béquets sont les anciens colons, qui contrôlent tout l'approvisionnement de l'île, qui n'est pas développé, il n'y a pas d'usine. C'est débile. Là-bas, on pêche du poisson, mais il est renvoyé je ne sais pas où en Europe pour être conditionné, pour être vendu plus cher en Martinique. Mais je sais pas, il y a qu'en Union soviétique, on faisait des trucs aussi stupides économiquement. Et donc,
ils doivent se féliciter aussi de ça, j'imagine, puisque Bruno Le Maire, ça fait 7 ans qu'il est là, un petit peu responsable, puis avant, il était ministre de l'Agriculture. Donc il est très clairement responsable, un des sûrement 10 personnes les plus responsables du bordel et de la situation difficile dans les Outre-mer, et spécifiquement en ce moment en Martinique. Ça n'a pas l'air de les concerner, il le félicite, il est fier du bilan, c'est super, voilà. C'est ça. Et ce qui caractérise, je me demandais tout à l'heure, qu'est-ce qui caractérise ces gens? C'est un immense mépris du peuple. Je ne sais pas comment ça va finir, mais ça ressemble de plus en plus, ça ressemble de plus en plus aux réunions de nobles à Versailles en 1788. Ces gens-là se moquent du monde, c'est-à-dire des Français. Il y a pas mal de rumeurs en ce moment. Alors, il y a eu la rumeur, elle a été démentie par toutes les équipes de fact-checking le lendemain, qu'il y aurait une augmentation importante des impôts. Tu penses, toi, qu'on va aller vers des augmentations là? Parce que le gouvernement nous dit non, vous avez mal compris, il n'y aura pas d'augmentation pour les impôts. Puis ils ont, enfin, des impôts, puis ils ont dit il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pour les classes populaires, puis pour les classes moyennes, puis on ne sait pas. Il y aura ou il n'y aura pas, selon toi, d'augmentation d'impôts particulièrement élevée là pendant les années à venir, si ce gouvernement tient des années? Dans le cadre actuel néolibéral et dans le cadre tel qu'il est de l'Union européenne, à part augmenter les impôts, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et ils vont le faire. Sauf qu'ils ont mis en place de tels systèmes d'évasion fiscale pour les vraiment, vraiment très riches que de toute façon, ils ne sont pas atteignables. Donc, ils vont jouer sur les mots, et ils sont déjà en train de jouer sur les mots. La classe moyenne, c'est entre 1600 euros net gagnés et 2800, 3000. Voilà. Ils vont dire tous ceux qui gagnent au-dessus, ou tous ceux qui gagnent 7000 euros par mois en couple, ce qui est pas mal déjà. Mais c'est pas des millionnaires. Eux, ils vont prendre cher. Donc c'est la tranche supérieure des classes moyennes qui sera la première taxée. Mais dans la situation actuelle, bien évidemment, ils vont pas taxer les aides aux entreprises, qui sont discrétionnaires. Ils vont pas taxer... Discrétionnaire, c'est-à-dire? C'est-à-dire les aides aux entreprises, c'est un volet qui est de 80-82 milliards avant le CICE. Il faut savoir que sur ces 80 milliards, il y a plein d'aides aux entreprises qui sont légitimes. Mais c'est qu'une vingtaine de milliards. C'est-à-dire aider les PME, par exemple, quand ils n'arrivent pas à payer l'énergie pour éviter que les boulangeries ferment ou les artisans. C'est l'aide à l'activité, c'est totalement keynésien. Mais 60 milliards, c'est des aides à des entreprises qui sont des multinationales qui souvent ne payent pas l'impôt en France. Donc déjà, il y aurait un moyen de récupérer, mais quelque chose me dit que c'est pas là qu'ils vont le récupérer. Et puis il y a le CICE, qui est cet impôt, cette aide aux entreprises qui a été mise en place par François Hollande pour aider à la compétitivité des entreprises, qui est due au fait que l'euro est trop cher pour nos industries. Sans ce CICE, nos industries s'effondreraient encore plus qu'elles ne s'effondrent actuellement. 120 milliards. Dans les aides aux entreprises, c'est plus de 200 milliards. Le dépassement budgétaire par an, c'est 154 milliards. En fait, il y aurait tout un tas de moyens de récupérer l'argent, de changer de rapport à l'euro, de renégocier, en fait, faire vraiment de vraies actions politiques. Mais ça, ils ne feront pas, puisque Michel Barnier, il est placé pour être le verrou pour que rien ne change. C'est un vieux et qui est là pour défendre la vision de ce que doivent être les États-nations, en particulier la France, la vision qu'en a Bruxelles et Madame von der Leyen. Donc tout ce qu'ils vont faire, c'est taper dans les services publics, dans l'aide sociale, dans l'assistance, grappiller 2-3 milliards sur les immigrés, puis surtout taper sur l'hôpital public, qui est dans un état catastrophique. À nouveau, les urgentistes ont déclaré qu'on est dans un état catastrophique, et ils ne savent même pas comment va être financée la sécurité sociale. Parce qu'on ne sait toujours pas, en fait. Comment ça? Normalement, il aurait dû y avoir des réunions, on est censé faire des budgets. Les budgets rien n'est fait. Rien n'est fait. Mais c'est totalement la vérité, malheureusement, actuellement. Le temps nous manque. Les soignantes, on n'en a plus. Concrètement, on n'en a plus de soignants, on n'a plus rien. Vous êtes actuel là, moi je suis en EHPAD. Ouais. Nous sommes dans un établissement de 90 lits. Ouais. Le soir, nous sommes 5. 5 pour coucher 90 résidents. 5 pour 90 résidents, mais c'est l'usine en effet.
Elle se perd où l'argent si elle n'arrive pas chez vous? Enfin, si elle Ah, ne permet pas d'avoir ça, plus de 5 personnes? telle est la question. Nous ne savons pas. Alors, à chaque fois, on nous dit que non, au niveau ratio, nous sommes corrects. Nous sommes corrects. Alors, moi, j'attends que ces gens-là mettent la blouse et font les soins pour voir si on est correct, si on est assez nombreux pour eux. Moi, excusez-moi, le matin, nous sommes 1,5 pour 20 résidents. Ça veut dire qu'en plus, même vous êtes épuisé. C'est-à-dire que plus c'est comme ça, mais oui, plus vous êtes mais oui. épuisé, moins vous aurez de patience. Et on le comprend bien, hein, franchement. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc là, pour le coup, vous avez quand même besoin de sous. Ou alors, parce que quand même, c'est vrai que l'EHPAD, on est tous à un moment ou à un autre confrontés à cette question-là dans notre entourage ou pour nous-mêmes à un moment ou à un autre. On en est en gros quand même à des 3 000 € par mois, par résident. C'est considérable. Pour un grand nombre de familles, c'est très difficile. Ils mettent tous la main à la pâte et ensuite ils arrivent et c'est sur vous qu'ils vont tomber, Emmanuel. Voilà, et c'est vous qui allez vous faire engueuler oui. parce qu'effectivement, vous êtes... Oui. Alors, Parce que les soins pardon, n'ont mais pas été faits comme on a été. 3 000 € par mois, Non, 690... Nous, c'est plus. C'est Nous, plus c'est plus que 3 000 €. Oui, c'est plus que 3 000 €. Mais ils sont où les sous? Ah, dans le CAC 40, à la bourse. On est dans une situation intéressante où éventuellement Barnier pourrait sauter. Oui. Son gouvernement. Ou alors il n'arrive pas à faire le budget, ou alors ça traîne trop, et puis on se retrouve dans une situation étrange pour la France, qui n'est jamais arrivée, qui arrive régulièrement aux États-Unis, soit il y a un budget, soit on ne paye plus tous les fonctionnaires. Bon, c'est ce qui est une catastrophe. C'est jamais arrivé en France. Non, c'est jamais arrivé. Donc qu'est-ce que ça donne comme possibilité? Alors, je mets à la barre un peu haut, mais ça donne la possibilité à Emmanuel Macron de déclencher l'article 16. Tu l'en crois capable? Bah écoutez, il a été capable de beaucoup de choses. Il est visiblement, il croit beaucoup en lui. Il est maladivement narcissique. Il est frappé d'hubris. Les raisons pour déclencher l'article 16 sont les deux principales raisons sont la possibilité de faire fonctionner que les institutions ne fonctionnent pas. Un gouvernement qui n'arrive pas, qui est sanctionné ou qui n'arrive pas à faire de budget, on est dedans. 2, le non-respect, c'est intéressant, le non-respect des obligations internationales. Or, le non-respect des... Oui. Pour moi, c'était juste l'article 16 est déclenché quand il y a une impossibilité de garantir le fonctionnement régulier des institutions ou l'exercice du pouvoir de l'État sur l'ensemble du territoire. Mais c'est aussi... Et c'est aussi... Et là, avec l'Union européenne qui impose une procédure contre la France, et qu'on doit respecter, mais il a déjà une possibilité de déclencher l'article 16. Mais si en plus Michel Barnier et son gouvernement n'arrivent pas à faire de budget ou sont sanctionnés ou que le Rassemblement national vote avec le NFP sur une destitution du gouvernement, il sera alors qu'il faut un budget. On peut tenir très longtemps sans avoir de budget. Mais ça serait idéal pour le champion du Brice de marquer l'histoire définitivement par une autre dinguerie. Mais je vais un peu loin, je mets la barre haut. Tu vas un peu loin, mais bon. Voilà, déjà où on en est, c'est pas terrible. Et je pense que le grand objectif des européistes version bruxelloise actuelle, c'est de casser
le moule de l'État-nation français, le modèle, le Conseil national de la résistance, les jours heureux, la République sociale. C'est de là que ça vient ces concepts-là, c'est là que ça a été pensé, c'est là que ça a été construit, là, c'est-à-dire la France. Il faut péter ce truc-là. Pour toi, il est pas légitime, ce gouvernement? D'abord, c'est des gens qui ont perdu les élections. Donc, un problème. Donc, un, il n'est pas légitime. Deux, pour ceux qui des républicains, Retailleau, encore une fois, qui critiquaient les macronistes, maintenant, il est dans un gouvernement macroniste. Bon, alors, bonjour la cohérence, hein, mais bon, ce ne sera pas la première fois que des politiques... je me souviens que Bruno Le Maire... non, c'était pas Bruno Le Maire, si, c'était Bruno Le Maire. Oh, il y a des passages à reprendre. Hein. Bruno Le Maire qui, avant de devenir ministre de l'économie d'Emmanuel Macron, avant 2017, disait des choses. Il disait Macron, mais il est complètement nul, c'est un économiste pourri. C'est l'homme sans projet et sans ambition, je crois. Voilà, c'est ça, quelque chose de ce genre. Voilà. Ouais. Bon, donc, ce sont des gens qui... Voilà, non, il n'y a aucune légitimité. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide, où chacun arrive avec des propositions qui peuvent être toutes aussi différentes les unes que les autres, mais on ne sait pas où on va. Et je pense que c'est dangereux pour le pays. Je pense que cette candidature, sans projet, sans proposition, sans vision, c'est dangereux parce que c'est ce qu'on a connu depuis très longtemps et ça se solde toujours par des déceptions. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Encore une fois, c'est un gouvernement légal. Il n'est pas légitime. Comme Macron, il n'est pas légitime. Mais je suis content quand même qu'on ait sauvé le ministère de Rachida Dati. Ah oui, elle reste, non? Elle reste. Rachida Dati reste. Ah bah oui, elle a une élection municipale à Paris. Elle a dû bien embêter Macron pour que surtout on la retire pas parce qu'elle a fait des sacrifices quand même. Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle. D'ailleurs, il me semble que les Républicains avaient vertement critiqué Madame Rachida Dati parce qu'elle avait un peu trahi les Républicains pour aller dans un gouvernement d'Emmanuel Macron. Ceux-là même qu'il avait critiqué, à commencer par Retailleau, ils vont être ensemble dans le même gouvernement. C'est pas génial, c'est pas la honte, tout ça. Ça va être génial. Ça va être absolument génial. Non mais c'est sans limite en fait. C'est sans limite.